Et si je vous disais qu'il y a 2000 ans, des jardiniers sans engrais, sans pesticides, ni système d'irrigation sophistiqué, obtenaient des rendements qui feraient épalir d'envie bon nombre d'agronomes modernes? Ça ressemble à de la fiction? Détrompez-vous. Les Romains de l'Antiquité ont mis au point un système de jardinage si ingénieux et efficace que certaines de leurs techniques surpassent encore aujourd'hui nos technologies, soi-disant avancées. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement jeter un œil dans le passé. Nous allons en dénicher 7 techniques romaines stupéfiantes que vous pourrez appliquer dans votre propre jardin dès demain. Préparez-vous à être surpris, car figurez-vous que la meilleure solution pour votre potager a été inventée bien avant notre ère. Et au fait, selon vous, quel est le secret le plus crucial des Romains? Essayez de deviner dans les commentaires. À la fin de cette vidéo, nous vérifierons qui avait vu juste. Mais avant d'aborder ces techniques, prenons une seconde pour imaginer Rome. Ce n'est pas seulement le Colisée et les légions. C'était une mégalopole gigantesque qu'il fallait nourrir. Les jardins et les potagers n'étaient pas un simple passe-temps pour l'aristocratie, mais une question de survie. Ils ne pouvaient pas commander des semences d'un autre continent, ni acheter de terreau universel en jardinerie. Tout ce qu'ils possédaient, c'était la terre sous leurs pieds, leur sens de l'observation et une incroyable ingéniosité. Des auteurs romains comme Caton, Varron et Pline l'Ancien nous ont laissé des traités détaillés sur l'agriculture. Ils ne voyaient pas le jardin comme une simple collection de planches de culture, mais comme un organisme vivant, unique, où tout est interconnecté. C'est cette approche globale qui leur a permis d'atteindre des résultats aussi stupéfiants. Et c'est précisément ce que nous allons essayer de recréer aujourd'hui. Alors, la première technique que les Romains ont perfectionnée, ce sont les associations de cultures, ce que nous appelons aujourd'hui le compagnonnage végétal. Mais pour eux, il ne s'agissait pas seulement de planter une carotte à côté d'un oignon. C'était une science complète, bâtie sur des centaines d'années d'observation. Ils avaient remarqué que certaines plantes, cultivées côte à côte, s'aidaient littéralement à se développer, tandis que d'autres nuisaient à leurs voisines. Par exemple, ils savaient que le basilic, planté à côté des tomates, non seulement améliorait leur saveur, mais repoussait également les nuisibles. La science moderne n'a fait que confirmer récemment ce que les Romains savaient de manière intuitive. Les plantes communiquent entre elles grâce à des signaux chimiques libérés par leurs racines et leurs feuilles. Ils créaient de véritables équipes dans leur potager où chaque plante jouait un rôle spécifique. L'une chassait les insectes, l'autre enrichissait le sol, et une troisième offrait de l'ombre à son voisin plus fragile. Mais pourquoi donc cette méthode ancestrale s'avère-t-elle souvent supérieure aux approches modernes? Regardez simplement les rayons des jardineries. Pour chaque problème, un produit spécifique. Un produit anti-puceron, un fongicide, un engrais de croissance, un autre pour la floraison. Nous, on cherche à traiter chaque symptôme individuellement, alors que les Romains, eux, prévenaient l'apparition des maux en créant un écosystème parfaitement équilibré. Au lieu d'asperger leurs choux de produits chimiques pour lutter contre la pyrrhide, ils plantaient de l'aneth et de l'anis juste à côté. Ces plantes de la famille des ombellifères attiraient des auxiliaires précieux, comme les guêpes parasitoïdes et les coccinelles, qui sont les prédateurs naturels des chenilles. Planter de l'ail et des oignons au pied des rosiers protégeait ces fleurs délicates contre les pucerons et les maladies cryptogamiques, bien mieux qu'un fongicide, sans nuire aux abeilles. Cette approche est non seulement plus efficace sur le long terme, mais elle permet de créer un jardin sain, autonome et autorégulé, qui nécessitera beaucoup moins d'intervention de votre part. Mais comment appliquer concrètement cette sagesse romaine aujourd'hui? Commencez modestement. Avant de planter quoi que ce soit, étudiez qui sont ses amis et ses ennemis naturels. Prenons l'exemple classique des Romains, les roses et l'ail. Plantez quelques gousses d'ail au pied de vos rosiers et vous verrez comment le nombre de pucerons diminue drastiquement.
Une autre alliance testée au fil des siècles est celle des légumineuses et du maïs. Le maïs sert de tuteur naturel aux haricots grimpants, tandis que les haricots enrichissent le sol de l'azote si vital pour le maïs. Et juste en dessous, vous pouvez planter des courges dont les larges feuilles couvrent le sol, conservant l'humidité et étouffant les mauvaises herbes. C'est le fameux système des 3 sœurs, célèbre chez les peuples amérindiens, mais qui était également activement pratiqué dans les jardins romains antiques. N'hésitez pas à expérimenter. Observez attentivement votre jardin, tenez un journal de bord, et vous commencerez vous-même à repérer ces incroyables alliances végétales. Votre jardin n'est pas un champ de bataille, mais une communauté soudée. Passons à la deuxième technique. Elle concerne la ressource la plus précieuse, l'eau. Les Romains étaient des génies de l'ingénierie. Ils appliquaient leur talent non seulement à la construction des aqueducs, mais aussi au jardinage. Ils ont notamment inventé la technologie que l'on appelle opus signinum. C'est un type de béton imperméable composé de chaux, de sable et de céramique concassée ou de fragments de briques pilées. À l'origine, on l'utilisait pour étanchéifier les citernes et les canaux, mais les jardiniers ingénieux ont vite compris comment l'appliquer à leur parterre. Ils construisaient des planches de culture surélevées dont les parois et le fond étaient recouverts de cet enduit. Le résultat ? Une sorte de gigantesque pot de fleurs encastrée dans le sol. Pourquoi tant de complications ? C'est simple. Dans le climat chaud de l'Italie, l'eau s'évaporait et s'échappait dans le sous-sol à une vitesse incroyable. Or, une planche de culture ainsi isolée permettait de retenir la précieuse humidité et les nutriments directement autour des racines, réduisant ainsi le besoin d'arrosage par plusieurs fois. Comparons cette approche à ce que nous faisons aujourd'hui. Pour nos carrés potagers surélevés, nous utilisons souvent du bois qui pourrit au bout de quelques saisons, ou des bacs en plastique qui, sous l'effet de la chaleur, libèrent des microplastiques dans le sol et finissent par se dégrader sous l'action des UV. Et pour retenir l'humidité, nous paillons nos planches de culture avec une bâche noire qui surchauffe la terre et détruit toute la microflore utile qu'elle contient. Or, l'opus signinum romain était fabriqué à partir de matériaux naturels conçus pour durer. Il n'empoisonnait pas la terre et pouvait servir pendant des décennies, voire des siècles. Ce type de plate-bande permettait non seulement d'économiser l'eau, mais aussi de créer un substrat idéal pour des cultures spécifiques, sans craindre que ce mélange ne se confonde avec la terre pauvre environnante ou que tous les nutriments ne soient lessivés après la première grosse averse. C'était un investissement à long terme dans la fertilité du terrain, et non pas une solution temporaire pour une seule saison. Recréer un véritable opus signinum aujourd'hui est plutôt complexe, mais s'approprier le concept de base est extrêmement simple. Le principe fondamental est d'isoler la planche de culture pour retenir l'humidité et les nutriments essentiels. Vous pouvez construire ces bacs surélevés en briques, en pierre, ou utiliser des bois durables, comme le mélèze par exemple. Pour l'étanchéité, vous pourriez opter pour des matériaux modernes non toxiques, comme une bâche de bassin épaisse. Mais la meilleure solution reste de loin l'argile naturelle. Créez un seau d'argile. Tapissez le fond et les parois du bac d'une couche d'argile grasse de 10 à 15 cm d'épaisseur, puis tassez-la fermement. L'argile retient merveilleusement bien l'eau, elle était naturelle, et avec le temps, elle ne fait qu'améliorer la structure de votre sol. Cette méthode est particulièrement pertinente pour les régions arides ou pour les terrains sableux qui n'arrivent absolument pas à conserver l'humidité. Vous arroserez vos cultures 2, voire 3 fois moins souvent, et vous serez agréablement surpris par l'abondance de votre récolte. Le troisième secret réside dans ce que les Romains ne jetaient pas, mais transformaient en or, le compost. Oubliez cependant le tas de compost moderne, où l'on entasse pêle-mêle les tontes de gazon et les épluchures. Les Romains, eux, possédaient le stercorarium.
qui n'était pas un simple tas, mais une véritable usine à fabriquer de la fertilité. Caton l'Ancien, dans son traité de Agricultura, de l'agriculture, donnait des instructions précises pour sa construction. Il s'agissait d'une fosse spécialement creusée, souvent dotée d'un fond imperméable, afin que les précieux jus ne s'infiltrent pas dans la terre. Les Romains abordaient le compostage comme la préparation d'un plat raffiné, où chaque ingrédient jouait un rôle essentiel. Ils alternaient méticuleusement les couches de matière vertes, riches en azote, et de matière brune, riches en carbone. Ils avaient saisi l'importance cruciale de l'aération et de l'humidité, bien avant que ces mécanismes ne soient décrits et formalisés par la science. Qu'est-ce qui rendait leur compost si supérieur? Les jardiniers modernes font souvent deux erreurs majeures. Soit ils achètent des engrais équilibrés, tout faits, vendus en sac, qui ne contiennent que les 3 éléments de base, l'azote, le phosphore et le potassium, et sont totalement dépourvus de micro-organismes vivants. Soit ils préparent mal leur propre compost, obtenant alors une masse acide et putréfiée au lieu d'un humus aéré qui sent bon la forêt. Or, les Romains, eux, intégraient absolument tout dans leur compost. Du fumier d'animaux variés, des déchets de cuisine, des mauvaises herbes, des feuilles mortes, de la paille et, élément crucial, de la cendre et de la chaux. La cendre enrichissait le mélange en potassium et en oligo-éléments, tandis que la chaux neutralisait l'acidité. Ceci créait des conditions idéales pour le travail des bactéries bénéfiques et des vers de terre. Le résultat? Ce n'était pas un simple engrais, mais une véritable substance vivante qui non seulement nourrissait les plantes, mais aussi structurait, revitalisait et soignait le sol, augmentant sa fertilité année après année. Commençons par préparer du compost en utilisant une méthode simplifiée, inspirée des Romains. Trouvez un emplacement bien ombragé dans votre jardin. La première couche sera constituée de branchages et de grosses tiges, ce qui assurera un bon drainage et une excellente aération. Alternez ensuite les couches. Pour la couche verte, utilisez de la tonte de gazon, des mauvaises herbes sans graines et vos épluchures de cuisine. La couche brune comprendra les feuilles mortes, la paille, le papier ou le carton. Visez une proportion d'environ 1 part de matière verte pour 2 parts de matière brune. Humidifiez légèrement chaque couche, mais sans jamais la détremper. Et voici le secret romain. Après 2 ou 3 couches, saupoudrez le tas de cendres de bois et ajoutez une petite quantité de chaux éteintes ou de farine de dolomie. Cette astuce accélérera la décomposition et enrichira considérablement votre compost. Retournez le tas au moins 1 fois par mois afin de garantir un bon apport d'oxygène. Au bout de quelques mois, vous obtiendrez un compost sombre, meuble et incroyablement riche, parfait pour transformer vos parterres. La 4e technique, les Romains l'ont empruntée directement à leurs propres légionnaires. C'est la célèbre formation en tortue ou testudo, où les soldats joignaient leurs boucliers au-dessus de leur tête pour se protéger des flèches ennemies. Quel est le lien avec le jardinage? Il est direct. Les horticulteurs romains construisaient pour leur culture des abris protecteurs fonctionnant sur le même principe. Il s'agissait d'abord de ce qu'on appelait les helspecularia. En substance, les premières serres ou châssis froids de l'histoire. Bien sûr, ils n'avaient pas de vitres au sens moderne du terme, mais ils utilisaient de fines plaques de mica ou du parchemin bien huilé qu'ils tendaient sur des cadres en bois. Cela leur permettait de cultiver des concombres et d'autres légumes aimant la chaleur, même pour la table de l'empereur Tibère. Celui-ci, comme chacun sait, exigeait des concombres frais tous les jours, y compris en plein hiver. Pour l'époque, c'était une véritable prouesse technologique. Mais alors, qu'est-ce qui rend cette méthode supérieure aux serres modernes, qui semblent qu'être pourtant beaucoup plus sophistiquées? Premièrement, c'est une question d'échelle et d'approche.
Les Romains n'essayaient pas de reproduire une immense forêt tropicale artificielle en plein hiver. Ils concevaient un microclimat pour des plantes spécifiques en utilisant de petites structures mobiles. Ces cadres pouvaient être facilement déplacés ou retirés lorsque le temps se réchauffait. Deuxièmement, les matériaux. Le mica, contrairement au polycarbonate ou aux films plastiques modernes, ne se trouble pas avec le temps et laisse parfaitement passer le spectre de lumière solaire dont les plantes ont besoin. Et surtout, la tortue romaine, car c'est ainsi qu'on pourrait appeler cette philosophie de la protection, était globale. Il protégeait toutes les plantes non seulement du froid, mais aussi du soleil brûlant de l'été, en utilisant de légères nattes de roseaux. Il mettait d'or les jeunes pousses à l'abri du vent violent en les plantant dans des niches spécialement aménagées dans les murs de pierre. Leur approche de la protection était complète et non limitée à la simple chaleur. Recréer ce type de protection est un vrai jeu d'enfant de nos jours. Vous n'avez plus besoin de chercher de la matière rare. Fabriquez un simple cadre en bois et recouvrez-le d'une bâche de protection moderne ou de polycarbonate. Ce sera votre mini-serre mobile. Au printemps, elle vous permettra d'obtenir des récoltes précoces de radis et d'herbes aromatiques. En automne, elle prolongera la saison pour vos poivrons et vos tomates. Mais n'oubliez pas la carapace estivale. Quand arrive la chaleur de juillet, de nombreuses plantes, surtout dans les régions du sud, souffrent de la surchauffe. Tendez un filet d'ombrage, ou même un vieux drap, au-dessus de vos planches de salade ou de concombre pendant quelques heures, aux heures les plus chaudes de la journée. Vous verrez immédiatement à quel point elles se porteront mieux. Utilisez également les murs de la maison ou une clôture pour protéger vos cultures des vents froids. Pensez comme un légionnaire romain qui défend sa précieuse cohorte, l'intégralité de votre future récolte. Le cinquième principe fondamental de l'agriculture romaine, c'était la discipline de fer et l'ordre absolu, basé notamment sur la rotation des cultures et la pratique de la jachère. Aujourd'hui, le terme jachère est souvent associé à l'idée d'un champ abandonné, laissé à l'état sauvage et envahi par les mauvaises herbes. Or, pour les Romains, la jachère n'était pas synonyme de repos, mais constituait une phase active de préparation du sol pour la récolte suivante. Ce sont eux qui ont été les premiers à développer et à mettre en place le système de rotation biennale, puis triennale des cultures. Ils avaient parfaitement saisi qu'il était impossible de cultiver la même plante au même endroit, année après année. Cette pratique épuise le sol en y drainant des nutriments spécifiques et favorise l'accumulation des maladies et des ravageurs propres à cette seule culture. C'est pourquoi ils divisaient leurs terres agricoles, champs et potagers, en plusieurs sections. Une partie était ensemencée, par exemple, en blé, la deuxième en légumineuses et la troisième restait en jachère. Pourquoi cette méthode, vieille comme le monde, surpasse-t-elle les technologies intensives contemporaines? L'agriculture moderne choisit souvent la voie de la facilité. Le sol est épuisé, on y ajoute des engrais chimiques, des maladies apparaissent, on inonde tout de fongicides. En substance, on ne fait que traiter les symptômes, jamais la racine du problème. Les Romains, eux, s'attaquaient à la cause même. Ils savaient que les légumineuses, pois, lentilles ou lupins, ne faisaient pas que pousser. Elles enrichissaient activement le sol en azote en le capturant dans l'air. C'est pourquoi, après leur récolte, ils semaient des cultures particulièrement gourmandes en azote, comme le chou ou la laitue. La jachère n'était pas non plus un simple temps mort. Le champ était labouré plusieurs fois par saison pour éradiquer les mauvaises herbes et améliorer la structure du sol. C'était un travail systémique, réfléchi et orienté vers le long terme. L'objectif était de préserver et d'accroître la fertilité de la terre, et non d'assurer un profit maximal sur cette seule saison. Mettre en place la rotation des cultures sur un petit potager, même de 6 arces, c'est loin d'être compliqué. Divisez votre terrain en 3 ou 4 zones.
Dans la première zone, cette année, plantez les cultures dites gourmandes, celles qui demandent beaucoup de nutriments. Les tomates, les poivrons et les concombres. Dans la deuxième zone, vous mettrez les légumes racines, carottes, betteraves et pommes de terre. La troisième zone sera dédiée aux légumineuses, pois, haricots et fèves. Quant à la quatrième zone, elle pourra accueillir les légumes-feuilles et les courges. L'année suivante, il vous suffira de décaler toutes les cultures en cercle. Les légumes racines prendront la place des cultures gourmandes, puis les légumineuses la place des légumes racines, et ainsi de suite. Prévoyez un plan simple de votre potager pour éviter de vous emmêler les pinceaux. Après seulement quelques saisons, vous remarquerez que vos plantes sont moins sujettes aux maladies et que votre sol est devenu plus meuble et plus vivant. C'est la méthode la plus simple et la moins coûteuse pour maintenir la santé de votre jardin. Un héritage qui nous vient directement des sages romains. La sixième astuce, c'est la trousse à pharmacie romaine pour les plantes, autrement dit, le contrôle naturel des nuisibles. Si vous pensez que les pesticides sont une invention moderne, détrompez-vous. Les Romains utilisaient activement diverses décoctions et infusions pour lutter contre les insectes. Mais leur approche était radicalement différente de notre bombardement de zones chimiques actuel. Eux privilégiaient des remèdes ciblés, très spécifiques, qui étaient fatals aux parasites en question, mais sans danger pour les insectes utiles, les oiseaux, et bien sûr pour l'être humain. Pline l'Ancien, dans son Diaraos, Histoire naturelle, donne d'ailleurs des dizaines de recettes. Par exemple, il conseillait de pulvériser sur les plantes une décoction de feuilles de cyprès pour repousser les altises, ou encore d'utiliser une infusion d'absinthe amère contre les chenilles. C'étaient de véritables alchimistes qui cherchaient leur réponse au cœur de la nature. Mais où résidait donc leur supériorité? Les pesticides chimiques modernes, par nature à large spectre, exterminent tout sur leur passage. Les nuisibles, leurs prédateurs naturels, et bien sûr les abeilles pollinisatrices. En conséquence, le jardin devient une zone stérile, dévitalisée, totalement dépendante d'un recours constant aux produits chimiques. Les potions romaines, elles, étaient biodégradables et avaient une action plus douce. Ils avaient par exemple découvert que la cendre, répandue autour des plants de choux, créait une barrière infranchissable pour les limaces. L'eau de cuisson des fèves de lupin était très amère et servait à repousser bon nombre d'insectes. Ils pratiquaient aussi le fumage des jardins, utilisant la fumée de certaines herbes brûlées. Mais surtout, ils intégraient ces méthodes à d'autres techniques complémentaires. Le bon voisinage des plantes, la rotation des cultures et l'attraction des oiseaux. C'était un système de protection globale et intégré, et non une simple panacée contenue dans un bidon de poison. Il est très facile de devenir un véritable alchimiste romain dans votre jardin. La recette la plus simple et la plus efficace, c'est l'infusion d'ail. Prenez une grosse tête d'ail, écrasez-la avec sa peau. Versez 1 litre d'eau tiède et laissez macérer dans un endroit sombre pendant 5 à 7 jours. Filtrez ensuite le mélange, diluez-le avec de l'eau dans un rapport de 1:10 et ajoutez un peu de savon noir liquide pour qu'il agisse comme agent fixateur. Cette solution est extrêmement efficace contre les pucerons, les acariens et de nombreux autres nuisibles. Un autre remède puissant est l'infusion de poudre de tabac ou de piment fort. Souvenez-vous de la règle principale des Romains. Ces remèdes doivent être appliqués de manière ciblée et uniquement lorsque c'est nécessaire. Votre objectif principal n'est pas d'éradiquer tous les insectes, mais de maintenir un équilibre où les ravageurs ne peuvent pas causer de dommages significatifs à votre récolte. Un jardin sain est capable de se défendre tout seul. Et enfin, voici la 7e technique romaine, la plus cruciale et la plus subtile. Elle n'a pas de nom précis, mais on peut la décrire par l'expression latine « genius loci », qui se traduit par « l'esprit du lieu » ou « le génie du lieu ». Pour les Romains,
Ce n'était pas qu'une simple formule poétique. Il croyait que chaque parcelle de terre, chaque ruisseau, chaque bosquet avait son propre esprit gardien, son caractère intrinsèque. Appliqué au jardinage, cela impliquait une compréhension profonde et intuitive de son terrain spécifique. Avant de planter quoi que ce soit, le Romain passait beaucoup de temps à observer. Où le soleil se lève-t-il et se couche-t-il selon les saisons? D'où viennent les vents dominants? Où l'eau de pluie a-t-elle tendance à stagner et quelle zone reste toujours sèche? Quelle est la nature du sol sur cette pente et comment diffère-t-il dans le creux? Ils n'essayaient pas de transformer la nature à leur guise, comme nous avons souvent tendance à le faire aujourd'hui. Leur but était de la comprendre pour intégrer harmonieusement leur jardin dans le paysage existant. L'approche moderne, elle, est souvent l'inverse. Nous établissons un plan, puis nous nous efforçons d'y faire rentrer la réalité de force. Nous nivelons les terrains au bulldozer, nous importons des tonnes de terre noire et nous installons un arrosage automatique qui dispense la même quantité d'eau à la fougère, avide d'humidité, qu'au thym résistant à la sécheresse. Nous tentons de faire pousser de la lavande dans une zone argileuse et basse et des hortensias en plein soleil brûlant. Et ensuite, nous nous étonnons de les voir dépérir et stagner. Nous luttons contre la nature au lieu de collaborer avec elle. Les Romains, eux, avaient fait compris qu'il fallait planter la vigne et les herbes qui aiment la chaleur sur les pentes orientées au sud et bien ensoleillées. Tandis que la menthe et les légumes qui préfèrent la fraîcheur se développeraient merveilleusement bien dans les vallons ombragés et humides. Ils utilisaient les inclinaisons naturelles du terrain pour drainer l'excès d'eau et créer des terrasses pour prévenir l'érosion du sol. Leur jardin était le prolongement de la nature, et non un élément étranger ou artificiel. Bref, faisons le point. Les plantes compagnes, les planches de culture optimisées, le compost vivant, les abris protecteurs, la rotation des cultures, les pesticides naturels, et enfin, une profonde compréhension de l'esprit et privaire du lieu. Qu'est-ce qui relie ces 7 méthodes? Le fait est surprenant, elles ne demandent presque aucun investissement financier de votre part. Leur principale ressource, ce n'est pas l'argent, mais votre attention, votre sens de l'observation et votre respect de la nature. Les Romains ont créé un système qui fonctionne en harmonie avec le monde qui les entoure, et non pas contre lui. C'est là leur secret majeur, celui que nous avons presque totalement oublié, absorbé par la quête de résultats rapides et de nouvelles technologies. Mais il n'est jamais trop tard pour se souvenir de cette sagesse ancestrale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains voyages dans le passé à la recherche de connaissances oubliées. Et maintenant, la question principale. Laquelle de ces 7 techniques vous a paru la plus intéressante et laquelle aimeriez-vous essayer dans votre propre jardin dès cette saison? Écrivez-le dans les commentaires, je serai ravi de vous lire. À bientôt.